Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 25 ans et je suis ébéniste. Mes mains sentent la sciure de chêne même après 3 lavages. Je vis à Lyon, sur les pentes de la Croix-Rousse, dans le petit appartement juste au-dessus de mon atelier. Le matin, ça sent le café et la térébenthine. La nuit, c'est le silence et la poussière de bois qui retombe doucement sur chaque surface. Je me lève à 6 heures, je descends, je travaille jusqu'à ce que la lumière baisse. Ma routine est une ligne droite. Le bruit de la scie circulaire, le sifflement du rabot, le grattement du papier de verre sur le grain du bois. Ce sont les seules conversations que j'ai la plupart du temps. Je ne me plains pas. Le bois ne ment pas. Il se brise si on le force, il se plie si on le comprend. Je seul, sur un tabouret que j'ai fabriqué, en regardant la rue par la grande vitre de l'atelier. J'en passe, pressé. Le soir, je remonte, je me fais des pâtes, je lis un peu. Parfois, je reste assis sur le canapé, le livre ouvert sur mes genoux, et j'écoute les bruits de la ville. Les sirènes au loin, les éclats de voix d'un bar voisin. Jamais venue ici. Elle disait que ça sentait trop le travail. Je passe souvent ma main sur le bois poncé d'une table en cours, la surface est lisse, presque vivante. C'est plus simple. Un jeudi, mon seul ami, Marc, a insisté. Concert au transbordeur. J'ai essuyé mes mains sur mon jean. J'ai enfilé une chemise propre qui grattait un peu au col, et la musique était forte. Une vibration constante qui traversait le plancher et remontait le long de mes jambes. Je me tenais au fond, près du bar, une bière tiède à la main, regardant les lumières balayer la foule. Je n'avais rien à faire de mes mains. C'est là que je l'ai vue. Elle ne dansait pas, elle travaillait. Elle se faufilait dans la foule avec un talkie-walkie, ses cheveux blonds coupés en un carré dynamique qui bougeait à chacun de ses pas. Elle avait l'air de diriger tout ce chaos organisé. Elle riait avec un technicien et ses yeux verts se plissaient au coin. J'ai juste continué à la regarder par-dessus le bord de mon verre, sans bouger. Elle n'était pas d'ici, pas de mon monde silencieux. Elle a pivoté pour éviter quelqu'un et m'a bousculé. Quelques gouttes de bière ont atterri sur son bras. Elle s'est retournée, prête à s'excuser, et nos regards se sont croisés. Le bruit a semblé s'atténuer pendant une seconde. J'ai vu un minuscule tatouage sur son poignet, une clé de sol. Elle a souri. Désolé, c'est un peu le bazar ce soir. Sa voix était claire. Elle couvrait presque la musique sans avoir besoin de crier. J'ai juste hoché la tête. Vous avez l'air d'être le seul point de calme dans cet ouragan, a-t-elle ajouté en désignant la scène d'un geste de la main. J'ai senti mes joues chauffer légèrement. J'ai essuyé ma paume moite sur mon pantalon avant de me présenter. Elle a dit qu'elle s'appelait Chloé. Elle travaillait pour le label du groupe. Son énergie était comme un courant électrique, rapide et lumineux. Je me suis senti lent et lourd en comparaison, comme un vieux meuble. On a parlé quelques minutes, entre 2 chansons. Parlait avec ses mains, de grands gestes qui dessinaient ses phrases dans l'air. Elle tapotait ses doigts sur sa cuisse en suivant un rythme que je ne pouvais pas entendre. Au milieu d'une phrase sur la logistique d'une tournée, elle a lâché. Ma coloc, Léa, dirait que je suis folle de faire ça. C'était la première fois que j'entendais ce nom. Une information jetée là, sans importance. Le groupe est revenu sur scène. Le vacarme a repris, coupant notre conversation. Je dois y retourner, a-t-elle crié par-dessus la musique. Elle a hésité une fraction de seconde, son regard allant de moi à la scène, puis a sorti un stylo et a griffonné quelque chose sur une serviette en papier. Le papier était fin, presque transparent, et il s'est aussitôt humidifié au contact de mes doigts. Elle me l'a tendu. Appelle-moi si tu veux boire un verre un jour, Léo, loin de tout ce bruit. Elle a eu ce même sourire qui plissait ses yeux, puis elle a tourné les talons et a été avalée par la foule. Je suis resté là, immobile, à tenir une serviette en papier avec le nom Chloé et une série de chiffres, tandis que la base du transbordeur faisait vibrer le sol sous mes pieds. C'était un simple bout de papier, mais il semblait peser lourd. Si cette histoire commence à résonner en vous, si vous connaissez ce genre de silence qui précède un changement, abonnez-vous, laissez un like. Maintenant, laissez-moi vous raconter la suite. Parce que c'est après ce concert que les choses ont vraiment commencé à bouger, lentement. Je l'ai appelée 2 jours plus tard, ma voix un peu rauque au téléphone. Elle a répondu tout de suite comme si elle attendait. On s'est vus, d'abord pour ce verre, puis un autre. Nos rendez-vous étaient simples. Des promenades le long des quais du Rhône, l'air frais de l'automne sur nos visages. Elle parlait, je l'écoutais. Elle me posait des questions sur mon travail. Je lui ai montré des photos de mes créations sur mon téléphone. Elle a passé son doigt sur l'écran en suivant les courbes d'une bibliothèque.
Vrai, a-t-elle dit. Je n'ai pas su quoi répondre. Notre premier rendez-vous après ça a eu lieu dans un petit café près de la Saône, un de ces endroits avec des tables en bois usées et des tasses dépareillées. Chloé est arrivée avec 5 minutes de retard, les joues roses à cause du vent d'automne. Elle a défait son écharpe d'un geste rapide et a passé une main dans son carré blond. La serveuse lui a souri comme si elle la connaissait. Elle a commandé un thé vert, ses doigts tapotant déjà sur la table un rythme que je ne reconnaissais pas. Je lui ai parlé de mon atelier. J'ai essayé de lui décrire l'odeur du chêne fraîchement coupé, la sensation de la poussière de bois sous les doigts. Pendant que je parlais, j'ai machinalement essuyé une tache imaginaire sur la table avec mon pouce. Elle écoutait en penchant la tête sur le côté, ses yeux verts fixés sur moi, sans me couper. Quand j'ai fini, elle n'a rien dit pendant un moment. Elle a juste tourné sa cuillère dans sa tasse vide, le petit bruit métallique remplissant le silence. Les semaines suivantes, on a pris l'habitude de se voir. C'était simple. Des promenades le long des quais, le ciel gris de Lyon se reflétant dans l'eau. On achetait des marrons chauds à un vendeur ambulant, et la chaleur du sachet en papier se transférait à nos mains. Elle parlait de son travail, des groupes de musique, de cette colocataire, Léa, qui semblait être son encre dans tout ce chaos. Je me contentais de marcher à côté d'elle, les mains dans les poches de mon manteau. Un soir, dans mon atelier, après qu'elle soit partie, je me suis retrouvé à poncer un petit bout de bois de cerisier. Je n'avais pas de projet précis en tête. Mes mains bougeaient toutes seules, suivant les veines du bois, arrondissant les angles. Lentement, la forme d'un oiseau a commencé à apparaître. J'ai travaillé dessus tard dans la nuit, le seul bruit étant le frottement du papier de verre, jusqu'à ce que la surface soit parfaitement lisse au toucher. Une fois d'après, on s'est retrouvés dans le même café. J'avais le petit oiseau en bois dans la poche de ma veste. Il pesait 1 tonne. Mon cœur battait dans mes oreilles, couvrant le bruit de la machine à expresso. Pendant qu'elle me racontait une histoire à propos d'un batteur qui avait raté son train, j'ai sorti l'oiseau de ma poche et je l'ai posé sur la table entre nos tasses. Mes doigts tremblaient un peu en le lâchant. Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Son regard est descendu sur le petit objet. Elle n'a pas posé de questions. Elle a tendu la main et l'a pris, doucement, comme si c'était quelque chose de fragile. Elle l'a fait tourner entre son pouce et son index, ses yeux suivant les courbes que j'avais passé des heures à polir. Elle a levé les yeux vers moi et pour la première fois, je n'ai pas détourné le regard. « Oh » a-t-elle murmuré en le refermant dans sa paume. Ce n'était pas un compliment sur mon travail, c'était autre chose. Une observation simple, concrète. Elle l'a glissé dans la poche de son manteau, et on a continué à parler comme si de rien n'était. Mais j'ai remarqué qu'elle posait de temps en temps sa main sur sa poche, juste pour s'assurer qu'il était toujours là. Et ça, quelque chose a changé. Les conversations sont devenues moins superficielles. Le soir, alors qu'on marchait sous une pluie fine, elle m'a avoué qu'elle détestait le silence. Ça me donne l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important. Elle dit en haussant les épaules, comme pour minimiser ses propres mots. J'ai juste hoché la tête, en donnant un coup de pied dans une flaque d'eau. Elle est abritée sous l'auvent d'une librairie fermée. Les gouttes de pluie claquaient sur le métal au-dessus de nos têtes. On était proches, nos épaules se frôlèrent presque. Je pouvais sentir l'odeur de son parfum, un truc léger, floral, mélangé à l'odeur de l'asphalte mouillé. J'ai enfoncé mes mains plus profondément dans mes poches pour les empêcher de bouger. Elle a levé la tête pour me regarder, les lumières de la rue se reflétant dans ses yeux. La clé de sol tatouée sur son poignet était visible juste sous la manche de son manteau. La seconde s'est étirée. Un scooter est passé en pétaradant dans la rue, brisant le moment. On a tous les deux sursauté légèrement et regardé dans des directions opposées. « Je devrais rentrer », a-t-elle dit. La voix était basse. Elle n'a pas bougé tout de suite. Elle a juste continué à regarder la pluie tomber sur le trottoir, les bras croisés sur sa poitrine. Le vent a fait bouger une mèche de ses cheveux et elle l'a repoussée derrière son oreille d'un geste las. Puis, elle a pivoté vers moi. « Mon appartement n'est pas loin. On pourrait, je sais pas, regarder un film en attendant que ça se calme. » La question est restée suspendue dans l'air froid de la nuit. J'ai senti ma gorge se serrer. J'ai réussi à hocher la tête, incapable de formuler un mot. C'est elle qui a souri la première, un petit sourire timide qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle a fait un pas en arrière, sur le trottoir, et a ouvert son parapluie d'un coup sec. « Alors viens » a-t-elle dit, en me faisant signe de la rejoindre sous l'abri précaire.
J'ai fait un pas hors de l'auvent, dans la pluie. On a marché en silence, nos coudes se touchant à chaque pas. L'eau ruisselait sur les bords du parapluie, créant un petit rideau autour de nous. C'était la première fois que j'allais chez elle. Je me suis concentré sur le rythme de nos pas sur le pavé mouillé pour ne pas penser à la façon dont ma main avait envie de trouver la sienne. Elle a sorti ses clés, un trousseau bruyant et désordonné. L'une des clés est tombée par terre avec un petit bruit métallique. On s'est baissés tous les deux en même temps pour la ramasser. Nos têtes se dressaient en riant, un rire un peu gêné. Elle a ramassé la clé, ses doigts effleurant les miens. Et c'est comme ça que ça s'est passé. 3 semaines, nos rendez-vous se sont limités au café et au quai du Rhône. Et puis, il y a eu ce petit oiseau en bois de cerisier qu'elle tenait dans sa main, et une invitation maladroite un soir de pluie qui a tout changé, déplaçant notre routine du bruit de la ville au silence imminent de son appartement. Après cette soirée pluvieuse, les choses ont glissé vers une nouvelle habitude sans qu'on en parle. Je ne l'attendais plus devant les cafés. Je montais directement chez elle, les 3 étages sans ascenseur. Son appartement sentait toujours un peu la cire d'abeille et le thé vert refroidi. La première fois, j'ai remarqué une latte de parquet qui grinçait près de la fenêtre. La semaine suivante, je suis venu avec mes outils et je l'ai réparé. Elle m'a regardé faire, assise en tailleur sur le tapis, enroulant une mèche de cheveux autour de son doigt. Nos soirées se ressemblaient et pourtant aucune n'était identique. On cuisinait ensemble dans sa petite cuisine. Nos coudes se frôlaient quand on cherchait les épices dans le même placard. Un soir, en voulant attraper le sel en même temps, ses doigts ont effleuré les miens. Elle a retiré sa main d'un coup, comme si elle s'était brûlée, et a détourné le regard vers la casserole. J'ai fait semblant de ne rien remarquer et j'ai saupoudré les pâtes, mais ma main est restée chaude bien après. Elle parlait beaucoup de son travail, de ses musiciens, de ce chaos permanent qui semblait la nourrir. Parfois, au milieu d'une anecdote, sa voix baissait. Elle attrapait un coussin du canapé et pinçait un coin du tissu entre ses doigts. C'est comme ça qu'elle m'a raconté son enfance, par petits fragments. Elle a mentionné un père souvent absent, des déménagements constants. Elle n'a pas utilisé de grands mots, elle a juste décrit le papier peint différent dans chaque nouvelle chambre. Un soir, alors qu'elle cherchait un livre, je l'ai vu. Le petit oiseau en bois de cerisier que je lui avais sculpté était posé sur sa table de chevet, à côté d'une pile de livres et d'une tasse vide. Il n'était pas perdu au milieu d'autres babioles. Il était seul, bien en évidence. J'ai passé mon pouce sur la poignée d'une commode que j'étais en train de restaurer dans mon atelier, imaginant la douceur du bois que j'avais poli pour elle. Elle est revenue dans le salon, le livre à la main, sans rien dire. La semaine d'après, elle est arrivée en retard à notre rendez-vous, le visage fermé. Elle s'est laissée tomber sur le canapé et a fixé le mur en face d'elle pendant un long moment. J'ai préparé du thé sans poser de questions, et je lui ai tendu la tasse. Elle semblait légèrement en la prenant. Elle a fini par murmurer qu'un de ses groupes préférés venait de quitter le label. « Partent toujours à la fin », a-t-elle dit, en regardant le fond de sa tasse. Je me suis assis par terre, le dos contre le canapé, juste à côté d'elle. Je n'ai rien dit pour la consoler. Les mots m'ont toujours paru inutiles dans ces moments-là. Je suis juste resté là, écoutant le bruit de sa respiration et le tic-tac de la vieille horloge dans le couloir. Au bout d'un moment, elle a posé sa main sur mon épaule. Ce n'était pas une caresse, juste un contact, un poids léger qui disait qu'elle savait que j'étais là. J'ai couvert sa main avec la mienne, et on est resté comme ça jusqu'à ce que le thé soit complètement froid. Mon appartement était devenu une extension de mon atelier, un refuge où le bois était remplacé par la chaleur d'une présence. J'avais laissé une brosse à dents, un t-shirt pour dormir, des choses simples. Un soir, elle est rentrée et m'a trouvé en train de resserrer la poignée de la porte de la cuisine. Elle a posé son sac et a souri. « Tu vas finir par tout reconstruire ici. » J'ai juste haussé les épaules, rangeant mon tournevis dans ma poche. Elle avait cette manie, quand elle était pensive, de tapoter ses doigts sur n'importe quelle surface, suivant un rythme silencieux. Je m'étais habitué à ce petit bruit. C'était devenu une partie de la bande-son de nos soirées. Parfois, je la regardais faire, ses doigts dansant sur la table basse, et je me demandais à quelle chanson elle pensait. Je ne lui ai jamais posé la question. C'était son jardin secret, et ça me suffisait de savoir qu'il existait. Je n'avais jamais laissé personne entrer dans ma vie comme ça. Mon ex n'avait jamais vu mon atelier. Elle disait que l'odeur de la sciure lui restait dans les cheveux. Chloé, elle, était venue une fois. Elle avait touché les outils, passé sa main sur une planche de noyer brut, posé des questions sur les différentes essences de bois.
Elle n'avait pas peur de la poussière. Elle avait juste regardé autour d'elle, les yeux plissés, comme pour mémoriser chaque détail. Elle n'avait jamais rencontré Marc, et je n'avais pas encore vu cette fameuse Léa. Nos mondes restaient séparés, mais le pont entre eux se solidifiait chaque jour. Un soir, elle m'a demandé de rester. Pas pour une raison précise, juste comme ça. Dis, tu restes encore un peu ? Sa voix était presque un murmure. J'ai hoché la tête. J'ai enlevé mes chaussures et je les ai rangées soigneusement près de la porte, comme si j'avais toujours fait ça. Dans mon atelier, le silence était différent maintenant. Elle semblait juste vide en attendant de la retrouver. En travaillant sur une nouvelle commande, une bibliothèque, je me suis surpris à penser à la couleur de ces murs, me demandant si le bois que je choisissais irait bien avec. J'ai secoué la tête et j'ai passé une couche de vernis supplémentaire, mes gestes plus lents que d'habitude. Les semaines se sont transformées en 2 mois. L'automne s'était installé sur Lyon, recouvrant les rues de feuilles mortes et humides. Nos promenades sur les quais étaient redevenues plus rares, remplacées par des soirées à l'intérieur, à écouter la pluie frapper contre les vitres. On ne parlait pas de ce qu'on était. On se contentait de l'être. Je lui tenais la porte. Elle me gardait toujours une part de son dessert, des choses qui ne se disent pas. Elle avait arrêté de remplir chaque silence. Parfois, on pouvait passer 1 heure sans parler, elle lisant un manuscrit pour le travail, moi dessinant des croquis pour un nouveau meuble sur un carnet. Le seul bruit était le frottement de son stylo sur le papier et le crissement de mon crayon. J'ai levé les yeux une fois et je l'ai surprise en train de me regarder par-dessus ses lunettes. Elle a juste souri et a replongé le nez dans ses pages. Un jour, elle m'a parlé de Léa plus en détail. Pas seulement des anecdotes amusantes. Elle m'a dit qu'elle se connaissait depuis l'université, que Léa était là quand ses parents avaient divorcé. « Eh, mon encre », a-t-elle dit simplement, en redressant un cadre photo sur une étagère. C'était la première fois que je comprenais l'importance de cette colocataire que je n'avais jamais vue. Ce n'était pas juste une amie, c'était sa famille. J'ai compris pourquoi elle ne m'avait jamais présenté à personne avant. Mon ex m'avait tenu à l'écart de son cercle intime et ça m'avait laissé une cicatrice. Avec Chloé, c'était différent. Ce n'était pas une exclusion, c'était une protection. Elle protégeait ce lien avec Léa. Et je savais, sans qu'elle le dise, que pour franchir cette porte, il fallait être plus qu'un simple copain de passage. J'ai arrêté d'y penser, et j'ai juste continué à réparer les petites choses cassées dans son appartement. Il y a eu ce soir-là, un jeudi je crois. Il pleuvait sans discontinuer depuis le matin, une de ces pluies fines qui s'infiltrent par... On avait commandé à manger, et on avait décidé de regarder un vieux film en noir et blanc. On s'est installé sur le canapé, sous un grand plaid en laine qui grattait un peu. Posait sa tête sur mon épaule, et son souffle était chaud et régulier contre mon cou. L'appartement était silencieux, à l'exception du dialogue du film et du bruit de la pluie contre la fenêtre du salon. Les lumières de la ville se reflétaient sur le verre mouillé, créant des formes floues et dansantes. C'était un de ces moments parfaits et tranquilles. Un moment où tout semble être exactement à sa place. Je sentais le poids de sa tête sur mon épaule, une présence rassurante et familière. Elle a bougé légèrement, se blottissant un peu plus contre moi. J'ai passé un bras autour d'elle, machinalement. Le film continuait, une histoire d'amour compliquée à Paris. Je regardais les images défiler, mais mon attention était ailleurs. Elle était sur le rythme de sa respiration, sur la façon dont une mèche de ses cheveux blonds me chatouillait la joue. C'était le point le plus haut que nous avions atteint, une intimité calme, construite jour après jour. J'ai fermé les yeux une seconde, juste pour m'imprégner de la sensation. L'odeur de son shampoing, le poids de sa confiance. Tout semblait simple, évident. C'était ça alors. Ce n'était pas un grand feu d'artifice, c'était juste la chaleur d'un plaid un soir de pluie. J'ai rouvert les yeux en pensant que rien ne pouvait venir troubler ce moment. Rien du tout. Puis, au milieu d'un silence entre 2 répliques du film, sa voix a résonné, basse et claire, tout près de mon oreille. Elle n'a pas relevé la tête, elle a juste murmuré, comme si c'était une pensée qui lui échappait, une évidence qu'elle partageait. Elle a dit « Ma coloc, Léa, elle te trouve mignon aussi. » Mon bras s'est raidi autour de ses épaules. Mon bras s'est raidi autour de ses épaules. Les mots flottaient dans l'air, lourds comme du plâtre humide. Mon ex avait cette habitude, poser des petits pièges dans la conversation pour voir si j'allais tomber dedans. Mon pouce a cessé sa caresse sur l'épaule de Chloé. Le son de la pluie contre la vitre m'a semblé soudain plus fort, plus insistant. J'ai senti la chaleur du plaid disparaître,
remplacé par un froid familier qui me remontait le long du dos. J'avais déjà choisi la mauvaise voie une fois, celle du sérieux, et ça s'était terminé par une semaine de silence. Cette fois, j'ai tenté la légèreté. J'ai forcé un sourire en espérant qu'il atteigne mes yeux. J'ai changé de position sur le canapé, essayant de rendre le mouvement naturel. « Ah ouais ?» j'ai dit, ma voix se voulant enjouée mais sortant un peu tendue. Je me suis éclairci la gorge avant d'ajouter « Elle nous rejoint ce soir ?» Les mots semblaient maladroits, trop grands pour le petit espace silencieux entre nous. Et redressée. Lentement, elle a retiré sa tête de mon épaule, et tout son poids a disparu d'un coup. Le contact était rompu. Elle ne m'a pas regardé tout de suite. Ses yeux verts étaient fixés sur l'écran de la télévision où un couple s'embrassait sous une pluie parisienne factice. J'ai suivi son regard, mais je ne voyais rien. Mon propre souffle était coincé dans ma poitrine. J'ai agrippé le bord du plaid en laine, ses fibres piquant la paume de ma main. Le silence a rempli l'espace qu'elle venait de créer. C'était une erreur, une énorme erreur. J'ai repassé la phrase dans ma tête. Tu aurais dû dire autre chose, n'importe quoi d'autre. Mon regard est tombé sur mes mains, posé sur mes genoux. J'ai commencé à gratter une petite aspérité sur mon jean, un fil qui dépassait. Je me suis concentré sur ce geste minuscule, juste pour ne pas avoir à lever les yeux et voir la déception sur son visage. Elle a tourné la tête vers moi. Son expression était illisible, sérieuse. Le petit pli au coin de ses yeux quand elle riait avait disparu. Elle me regardait comme si elle essayait de lire quelque chose en moi. Quelque chose que ma blague stupide venait de révéler. J'ai soutenu son regard pendant 1 seconde, puis 2. La machine à café dans la cuisine a fait un petit bruit de gargouillis, un son incongru dans cette tension. J'ai dégluti difficilement, ma gorge sèche. Et puis, ça a craqué. D'abord un coin de sa lèvre qui s'est relevé, puis l'autre. Son visage s'est transformé, la sévérité laissant place à une malice pétillante. Le soulagement m'a traversé si vite que j'ai eu le vertige. Elle a secoué la tête, comme si elle se moquait de moi. Elle a pris une grande inspiration, a pivoté sur le canapé et a crié vers le couloir sombre. « Léa, viens voir, il veut te rencontrer. » Sa voix a résonné contre les murs. Un bruit de pas hésitant s'est fait entendre sur le parquet. Une porte a grincé. Une silhouette est apparue dans l'encadrement de la porte du couloir, baignée dans la lumière blafarde de la télévision. C'était une femme plus petite que Chloé, les cheveux bruns et longs attachés en un chignon désordonné. Elle portait un pyjama en flanelle avec des motifs d'étoiles et tenait un livre, un doigt marquant sa page. Elle clignait des yeux, surprise par la lumière et le bruit. Ses joues ont viré au rouge quand elle nous a vus la regarder. Elle a fait un pas en avant, serrant son livre contre sa poitrine comme un bouclier. « Désolée », a-t-elle murmuré, sa voix bien plus basse que celle de Chloé. Elle parle trop. Elle a jeté un regard rapide dans ma direction, puis l'a aussitôt baissé vers ses pieds. « J'ai juste dit que tu avais l'air d'un type bien. » Elle a resserré son étreinte sur son livre, ses doigts crispés sur la couverture. Chloé a ri, un son clair et triomphant. Elle m'a tapoté le genou. « Viens, Léa, n'aie pas peur. Il ne mord pas. » Léa s'est approchée avec précaution et s'est assise sur le fauteuil en face de nous, ramenant ses genoux sous son menton. Elle a commencé à parler. Ou plutôt, Chloé parlait, et Léa et moi l'écoutions. Là où Chloé était un feu crépitant, Léa était une braise tranquille. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait, ses yeux allant de Chloé à moi. Au bout d'un moment, Chloé s'est levée pour aller chercher de l'eau. Dès qu'elle a quitté la pièce, Léa a levé les yeux vers moi. Son regard était direct cette fois. « Elle tient beaucoup à toi », a-t-elle dit. Sa voix à peine plus qu'un souffle mais chargée d'une intensité inattendue. Elle a jeté un coup d'œil vers la cuisine avant de rajouter « Ne gâche pas tout, d'accord ?» Puis elle a baissé les yeux sur son livre, comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. Chloé est revenue de la cuisine, tenant 2 verres d'eau. Elle en a tendu un à Léa, qui a secoué la tête et murmuré un bonne nuit avant de disparaître dans le couloir, fermant doucement la porte de sa chambre derrière elle. Le silence est retombé, différent cette fois, plus lourd. Chloé s'est assise à l'autre bout du canapé, laissant un espace bien plus grand entre nous qu'auparavant. Elle a posé son verre sur la table basse, sans boire une seule gorgée. Les mots de Léa tournaient en boucle dans ma tête. « Ne gâche pas tout. » Je regardais Chloé qui fixait l'écran de la télévision sans vraiment le voir. Son énergie habituelle avait disparu, remplacée par une sorte de quiétude fragile. Elle a commencé à tracer des lignes invisibles sur le velours du canapé avec son index,
un mouvement lent et répétitif. J'ai pris mon propre verre, juste pour avoir quelque chose à faire de mes mains, sentant la condensation couler entre mes doigts. Il fallait que je dise quelque chose. J'ai posé mon verre et je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux. Ma voix est sortie un peu rauque. Tout à l'heure, quand tu as dit « ma coloc te trouve mignon aussi », j'ai cru que c'était une sorte de test. J'ai regardé mes mains, les jointures blanches à force de serrer mon verre quelques secondes plus tôt. Le bruit de la pluie contre la vitre semblait s'être intensifié, remplissant chaque recoin de la pièce. Elle a arrêté son mouvement. Sa main est restée immobile sur le coussin. « Un test ?» a-t-elle répété, le mot flottant dans l'air. Elle ne m'a pas regardé. Pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? Léo a attrapé un petit fil qui dépassait du coussin et a commencé à tirer dessus, doucement. L'issue a fait un petit bruit de protestation. Le fil a cédé. Elle l'a enroulé autour de son doigt, encore et encore, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je ne sais pas, ai-je admis en passant une main sur mon visage. Une vieille habitude, je suppose. Alors j'ai paniqué, et j'ai répondu, comme un idiot. Elle nous rejoint ce soir? J'ai secoué la tête, sentant la chaleur monter à mes joues. Le souvenir de ma propre stupidité était cuisant. J'ai fixé le tapis, incapable de croiser son regard. J'attendais une réprimande, une confirmation que j'avais, en effet, tout gâché comme Léa me l'avait prédit. Un très léger sourire a flotté sur ses lèvres. Elle a enfin tourné la tête vers moi. Oui, comme un idiot, a-t-elle concédé, sa voix douce. Mais son sourire s'est effacé presque aussitôt. Sauf que ce n'était pas un test, c'était une porte. Elle a fait un geste vague de la tête en direction du couloir sombre où Léa avait disparu. Le mot est resté en suspens entre nous, une clé dont je ne comprenais pas encore la serrure. Je l'ai juste regardée, attendant la suite. Je l'ai regardée, perplexe. Une porte? Le mot n'avait aucun sens pour moi. Elle s'est levée et a marché jusqu'à la fenêtre. Elle a écarté le rideau d'un geste lent et s'est appuyée contre le cadre froid, regardant la rue déserte et brillante de pluie. Son reflet sur la vitre était une silhouette pâle, superposée aux lumières diffuses de la ville. Restée là un long moment, me tournant le dos, comme si elle rassemblait ses pensées avant de parler. Sa voix m'est parvenue, étouffée par la vitre. Je ne lui ai jamais présenté personne. Chaque mot était posé avec précaution. Pas un seul. J'ai toujours gardé ça, séparé. Elle a fait une pause, son souffle créant une fine buée sur la vitre. Tu es le premier que j'ai estimé en valoir la peine. Elle a lâché le rideau, qui est retombé lourdement, nous plongeant de nouveau dans la pénombre du salon, seulement éclairé par le film qui continuait de jouer. Ces phrases ont atterri dans le silence et ont tout changé. Ce n'était pas un test de ma loyauté, c'était une invitation. Le poids de la soirée, l'apparition de Léa, son avertissement. Tout prenait un sens différent. Je n'avais pas été jugé. J'avais été choisi. Je me suis levé du canapé. Les ressorts ont grincé dans le silence. Mon cœur battait un rythme lourd et régulier dans ma poitrine. La peur avait laissé place à autre chose, quelque chose de plus calme et de bien plus profond. Je me suis approché d'elle, m'arrêtant juste derrière. Je ne l'ai pas touchée. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, sentir l'odeur de son shampoing mélangée à celle de l'air humide de la nuit. Le dialogue du film semblait venir d'un autre monde. J'ai simplement dit son nom, Chloé. C'était tout ce qui pouvait sortir de ma bouche. Un seul mot qui contenait toutes les questions et toutes les réponses que je n'avais pas. S'est retourné lentement. Dans la faible lumière de l'écran, ses yeux verts brillaient. Il cherchait quelque chose dans mon visage. Une confirmation, peut-être une peur. J'ai levé la main et j'ai écarté une mèche de cheveux blonds qui était tombée sur sa joue. Mon pouce a effleuré sa peau et elle a eu un frisson presque imperceptible. Je n'ai pas retiré ma main tout de suite. Je suis resté là, le bout de mes doigts contre sa tempe. Elle a fermé les yeux une seconde, s'appuyant très légèrement contre ma main. Un abandon minuscule, mais qui disait tout. Quand elle les a rouverts, sa voix était à peine un murmure, si basse qu'elle se perdait presque dans le son de la pluie. « Dis, tu restes encore un peu ?» Ce n'était plus la phrase d'une femme pleine d'énergie qui voulait prolonger une soirée. C'était une question fragile, posée sans aucune armure. Je n'ai pas répondu avec des mots. J'ai baissé ma main et j'ai pris la sienne. Ses doigts étaient froids. Je les ai enveloppés dans les miens, les réchauffant doucement. Je l'ai senti serrer ma main en retour, une pression légère mais ferme. C'était ma réponse. Un accord silencieux.
Nous sommes restés immobiles au milieu du salon, main dans la main, pendant que le générique du film défilait sur l'écran, projetant des noms blancs et dansants sur nos visages. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le canapé, recouvert d'un plaid. La lumière grise de Lyon filtrait à travers les rideaux. C'était déjà parti, mais une tasse de café fumait encore sur la table basse. Passant devant sa chambre pour aller à la salle de bain, j'ai vu que la porte était entr'ouverte. Mon regard a été attiré par sa table de chevet. Là, posé à côté d'une pile de livres, se trouvait le petit oiseau en bois de cerisier. Il veillait sur son sommeil. 6 mois ont passé depuis cette soirée. 6 mois depuis que la porte de la chambre de Léa s'est refermée. Une autre s'est ouverte entre Chloé et moi. Je vis maintenant avec elle. Le matin, je descends toujours dans mon atelier à 6 heures, mais je ne prépare plus le café pour une seule personne. Je laisse une tasse sur le comptoir, juste comme elle l'aime, avec une touche de lait d'avoine. Parfois, en remontant le soir, je trouve encore de la sueur dans mes cheveux, et elle vient la retirer, mèche par mèche, en souriant. Nos soirées ne sont plus faites d'interrogations silencieuses. Elles sont remplies par le bruit des légumes que je coupe pendant qu'elle me raconte sa journée, ses mains dessinant encore des histoires de musiciens dans les airs. Léa est souvent avec nous, lisant dans le fauteuil, présence calme qui ancre la pièce. Le canapé n'est plus un territoire à conquérir. C'est juste l'endroit où sa tête trouve naturellement mon épaule à la fin d'un film, son souffle régulier contre mon cou. Je pense souvent au garçon que j'étais, au fond de cette salle de concert, les mains maladroitement enfoncées dans les poches. Ce garçon observait le monde à travers une vitre. Maintenant, mes mains ne sont plus vides. Elles réparent la charnière d'une porte, elles tiennent un sac de course lourd, elles trouvent la sienne quand nous traversons la rue. Je ne suis plus un point de calme dans son ouragan. Je suis devenu une partie du paysage, un arbre qui a pris racine doucement. Une chanson de ce groupe passe à la radio. Chloé lève les yeux de son ordinateur, un petit souvenir n'est plus celui d'une rencontre fortuite, mais la première page d'un livre que nous lisons encore. Je me souviens du goût de la bière tiède, du bruit assourdissant. Maintenant, ce n'est qu'un écho lointain, couvert par le son de sa voix me demandant si j'ai faim. Il y a des jours plus difficiles, des jours où son énergie s'épuise, où la peur de l'abandon, cette vieille ombre, réapparaît dans ses yeux. Elle se met alors à tapoter nerveusement ses doigts sur la table de la cuisine. Dans ces moments-là, je ne cherche pas de mots. Je m'approche simplement, je pose ma main sur la sienne pour arrêter le rythme frénétique. Je reste là jusqu'à ce que ses doigts se détendent et se glissent entre les mains. J'ai construit une grande bibliothèque qui occupe tout un mur du salon. C'est du chêne massif, la même essence que celle de mon premier tabouret. Ces livres y sont rangés à côté des miens. Et sur l'étagère du milieu, bien en évidence, il y a le petit oiseau en bois de cerisier. Il n'est plus sur sa table de chevet. Il est au cœur de notre maison, à côté d'une photo de nous trois, prise par Léa un dimanche après-midi dans le parc de la Tête d'Or. L'autre jour, en marchant sur les pentes de la Croix-Rousse, elle s'est arrêtée pour refaire son lacet. Attendant, j'ai regardé les toits de Lyon, la ville qui m'avait semblé si silencieuse et solitaire. Je ne me sentais plus comme un simple artisan dans son atelier. J'étais l'homme qui allait rentrer à la maison et trouver Chloé en train de discuter avec Léa de la couleur à choisir pour le mur de l'entrée. J'ai souri en reprenant sa main dans la mienne. Nous n'avons jamais parlé d'avenir, de promesses ou de toujours. Ça ne nous ressemble pas. Notre amour ne se dit pas, il se fait. Et dans le poids de sa tête sur mon épaule, dans le café du matin, dans le silence confortable d'une pièce partagée. Le soir, quand elle s'endort en lisant, je retire doucement le livre de ses mains, je le pose sur la table de chevet et j'éteins la lumière. Ce n'est juste le bruit de la page qu'elle vient de tourner et la certitude tranquille que j'entendrai la suivante.